Les dragons de l'Antiquité, c'est fait. Les dragons du Moyen-Âge, c'est fait. Eh ben, on peut passer aux dragons modernes. Ouais, enfin, sauf que les mythes sur les dragons, ça fait une paye qui en a plus. C'est vrai, mais entre le petit dragon du Moyen-Âge et la grosse bébête que l'on connaît, il y a eu un univers qui a redéfini la créature. Aujourd'hui, on parle du tout premier jeu de rôle. Presque premier. Presque premier. Jouer un rôle, évidemment, ça ne date pas d'hier. Je dirais même, c'est aussi vieux que l'humanité elle-même. Au plus loin qu'on peut remonter, on trouve déjà des jeux de la sorte durant la dynastie Han en Chine, soit déjà 200 ans avant notre ère. Mais à ce moment-là, on n'est plus sur des événements du type reproduction historique. Par contre, fin du 19e siècle, début 20e, des jeux de société apparaissent où les joueurs doivent tenir des rôles. C'est le cas notamment de The Jury Box des frères Parker, où on incarne des membres d'un jury. C'est aussi à cette période qu'apparaissent les premières Murder Party, où des gens jouent des enquêteurs pour résoudre un crime. Toujours dans les jeux où on joue un rôle, le 1er mai 1966 est fondée la Society of Creative Anachronism, qui popularisera les reproductions médiévales. Tout ça c'est bien joli, mais on n'a pas encore vraiment de règles établies pour faire un vrai jeu de rôle sur table. Et pour ça on va devoir se tourner vers l'autre ancêtre, le jeu de guerre. L'un des plus anciens jeux du type est le Chaturanga, l'ancêtre d'un autre jeu bien plus connu, les échecs. C'est aussi sans doute lui qui donnera le shogi japonais et le yanghi chinois. Et selon John Wick, pas celui des films mais le créateur de Legend of the Five Rings, les échecs ne sont pas tellement éloignés du JDR. Et dans un sens qu'il n'a pas complètement tort. Si jamais je dis que mon cavalier s'appelle Gérard et qui s'avance sur le champ de bataille pour porter un coup d'épée au fou Joseph, on est à deux doigts du jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est jamais qu'une simulation de combat sophistiquée que les joueurs transforment en jeu de rôle. Les échecs, ils vont aussi connaître bon nombre de variantes au fil des siècles, et celle qui va nous intéresser, c'est celle de 1803 chez les Prussiens. En effet, l'état-major avait développé un jeu où il déplaçait des pièces métalliques sur une carte, les bleus contre les rouges. Jusque-là, pas tellement de différence à part les couleurs et le terrain, mais la grande innovation, c'est qu'ils vont utiliser des dés pour ajouter de l'aléatoire aux rencontres. Tout ça nous ramène au début du XXe siècle où ces jeux de guerre vont passer du milieu militaire à celui des loisirs avec la sortie d'un jeu, Little War, créé par nul autre que H.G. Wells. Oui, le papa de la machine à explorer le temps a fait un jeu de société. L'idée du jeu lui est venue lors d'un dîner avec son ami Jérôme. Oui, il a le même nom et prénom. Bref, après le dîner, Jérôme s'est amusé à détruire des soldats de plomb à l'aide d'un petit canon. Wells se joignant à la fête et décidant qu'avec quelques règles, on aurait là un bon jeu de guerre. Ainsi, il y a deux camps, le camp qui attaque et le camp qui défend. Le défenseur commence par créer le pays en posant les éléments du décor. Par la suite, les joueurs peuvent, à tour de rôle, déplacer leurs troupes pendant une durée limitée. En fait, quand on dit durée de temps, c'est plus symbolique. Déplacer une troupe prend 1 minute. Ainsi, l'infanterie peut se déplacer d'un pied, la cavalerie de 2 pieds et l'artillerie. Bon, l'artillerie c'est un peu plus compliqué. Elle peut se déplacer que s'il y a des gens autour, puis il faut attendre avant de pouvoir la... Bref, c'est chiant. Et durant les combats, le vainqueur est décidé suivant la plus grosse force de frappe. C'est encore rudimentaire, mais on commence à avoir un semblant de compétence dans les affrontements. Petit voyage dans le temps jusqu'en 1960, où enfin les jeux de guerre vont servir à raconter des histoires. En l'occurrence, c'est Muhammad Abraham Bakr qui s'en servira pour imaginer son univers Técumel, mêlant aux armées déjà présentes des éléments plus fantastiques. Greg Stafford fera pareil avec son univers Gloranta. Et maintenant que les jeux de guerre ont trouvé leur public, il est temps de parler de Bronstein. En 1869, David Weasley décide de créer un jeu de guerre grandeur nature dans la ville fictive de Bronstein durant les guerres napoléoniennes. Au final, ce sont 20 participants qui se verront attribuer un rôle qui curieusement ne sera pas militaire. On y retrouve ainsi un maire, un banquier ou encore un chancelier qui devront vivre leur petite vie. Et à la base, chaque action décidée par les joueurs devait être donnée à un arbitre, Weasley devenant le premier maître du jeu. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, les joueurs ont commencé à se balader en ville et à discuter entre eux, allant jusqu'à se provoquer en duel, obligeant à improviser un système de règles de combat.
Au final, à cause de ses actions inattendues, Weasley a considéré sa partie comme un échec, mais les joueurs, eux, ils se sont bien amusés. Donc l'aventure sera tentée de nouveau l'année suivante, troquant les guerres napoléoniennes pour la République d'Amérique latine de Banania. On en est à un niveau tropico à ce stade. Afin que tout se passe bien, il se fera épauler par Dave Arneson. Retenez bien ce nom, il sera important pour la suite. Bromstein 2 est également un succès qui attise l'imagination de Dwayne Jenkins, qui reprendra la même année le concept avec Brownstone, le transposant ce coup-ci au Far West. La grande différence de Brownstone, c'est que les joueurs n'ont pas seulement un rôle, mais également un background qui pourra évoluer au fil des aventures. Par exemple, la deuxième édition se basera sur la reconstruction de la ville. Ouais, dans la première partie, les actions des joueurs avaient amené à sa destruction. Le jeu de rôle n'était pas encore né, il y avait déjà des joueurs qui foutaient le bordel dans le scénar. Donc après le principe de MJ, Brownstone amène celui de campagne de jeu. L'année suivante, Arneson, on y revient, va proposer sa version Blackmoor qui introduira un plagiat du Seigneur des Anneaux. Bon, en vrai, il va surtout s'inspirer du Seigneur des Anneaux, son univers apportant le côté médiéval fantastique. Mais c'est aussi lui qui apportera le concept d'expérience, de niveau et de classe de personnages. Sauf que les Bromstein, c'est bien sympa, mais ça demande quand même une certaine logistique. Donc Anderson, il va avoir une idée, celle de ne garder que l'imagination des joueurs. Et là, on peut parler de Donjons et Dragons. Bon, par contre, tu vas un peu vite en besogne. D'abord, il y a Gary Gygax. Gary Gygax est un autre inventeur de jeux de guerre qui développera notamment Chainmail, dont les règles inspireront celles de Blackmoor. Et après une première collaboration sur Don't Give Up the Ship, concrètement un autre wargame qui se déroule sur des bateaux. Les deux hommes se lancent dans la création de Fantasy World. Oui, c'est comme ça que ça s'appelait à l'origine. Et oui, c'est pas très élaboré. Du coup, on va demander l'avis à Cindy. Alors, j'ai peut-être loupé un truc dans les notes, mais j'ai pas de Cindy. Cindy, c'est la fille de Gygax. On lui a donné plusieurs noms potentiels et elle a choisi Donjons et Dragons. Pour façonner leur jeu, ils vont puiser un peu partout, dans les mythes, l'histoire, et bien entendu ce bon vieux J.R.R. Tolkien. D'ailleurs, les ayants droit les attaqueront en justice pour violation de droit d'auteur. Faut dire quand ton univers contient des mots comme Hobbit, Ent ou Balrog, faut pas s'étonner qu'ils tombent dessus. Et fort heureusement, ce n'est pas la seule inspiration. Le mythe du Minotaure donnera l'idée des donjons du titre, le système de magie sera pompé sur celui de la Terre Mourante de Jack Vance, et le système d'alignement si cher à ce jeu trouve son inspiration dans le roman 3 cœurs, 3 lions de Poul Anderson. Et c'est ainsi qu'en 1974 sort la première version de Donjons et Dragons. Et la première chose que l'on peut dire sur les dragons de cet univers, c'est qu'on oublie leur appartenance aux lézards. Dans Donjons et Dragons, on est plus proche de félins dans leur comportement, leur capacité oculaire et le fait qu'ils ont le sang chaud. Les seuls points qu'il leur reste des reptiles, c'est le fait qu'ils ont des écailles et qu'ils pondent des œufs. Mais justement, puisqu'on parle des œufs, un dragon peut en pondre entre 1 et 10 suivant sa race. Et là, on a deux cas. Soit le dragon abandonne les œufs et laisse les petits se démerder, littéralement jeter bébé avec l'eau du bain. Soit les dragons restent en couple et élèvent les petits comme des gens bien civilisés. Mais la relation, elle a aussi ses limites. Les dragons reprenant très vite leur indépendance. Ils resteront pour s'accoupler, mais il y en a un seul qui gardera les enfants pendant que l'autre ira chercher des clopes. Je veux bien donner de ma personne pour les saloperies ordinaires parce qu'il faut bien faire les mômes, mais c'est bon. Bon, en vrai, il ira surtout chercher des trésors, parce que c'est la grande passion des dragons de cet univers, accumuler des richesses. Et quand on parle de richesse, c'est au sens très large et variable selon le dragon. Ce n'est pas forcément des pièces sonnantes et trébuchantes, mais ça peut être simplement de la connaissance. Cependant, tous les dragons vouent un amour incommensurable à leur trésor, à tel point qu'à l'instar du canard qui s'en sert de piscine, eux vont s'en servir de matelas. Et même si les dragons ont une réaction différente vis-à-vis des menaces envers leur pactole, les premiers tuant toute créature qu'ils jugeront hostile et les autres essayant avec un peu plus de diplomatie, il est fort peu conseillé de s'approcher de leur tanière. Notons que quand on dit toutes les créatures, ça correspond au dragon aussi, même celui avec lequel il s'accouple. C'est territorial à ce point-là. Cependant, nos dragons, ils ne sont pas limités à leur espèce. En tant que créatures magiques, ils peuvent s'accoupler avec n'importe quel être vivant. Alors, on a principalement les humains et les elfes, mais on peut aussi citer les démons et les anges. Et évidemment, ça marche aussi avec les lapins et les poulets. Et maintenant, on vous laisse avec l'image de la grosse masse de muscles pleine d'écailles et le petit lapin tout chétif. Cela donnera donc un demi-dragon ressemblant à l'autre race, mais avec des traits particuliers, tels que les écailles ou les yeux reptiliens. Et le plus drôle, c'est qu'entre dragons de différentes races, il n'y aura pas d'hybride, les traits d'un des deux prenant le dessus.
Et niveau pouvoir, les dragons ne sont pas en reste. Déjà, ils ont les sens plus développés que n'importe quelle autre créature. Ils sont capables de voir loin avec une large périphérie et même dans le noir. Mais bon, dans ce cas, c'est juste en noir et blanc. Faut pas déconner non plus, ils peuvent pas tout avoir. Mais ils peuvent compenser avec l'odorat où ils repèrent les odeurs avec leur nez ou leur langue à l'image des serpents. D'ailleurs, avec l'un comme l'autre, ils peuvent réagir aux objets invisibles. Niveau oui, ils sont capables de filtrer les bruits qu'ils entendent, ce qui en fait de très bons espions. Pour autant qu'un lézard de 5 mètres de long puisse être un bon espion. Et au niveau du goût, ils aiment juste pas ce qui est sucré. Ça c'est parce que c'est très compliqué d'augmenter le potentiel du goût. Peu importe l'univers, c'est jamais très probant. Et personne, pas même eux, n'arrive à expliquer cette aversion pour le sucre. Fort heureusement pour eux, ils sont omnivores, capables de manger tout, et surtout n'importe quoi. D'ailleurs, ils ont le plus souvent des préférences gastronomiques. Un dragon peut être soit carnivore, soit végétarien, voire même non organique. Le tout en mangeant la moitié de son poids par jour. Libre à vous de vous suicider à petit feu en suivant le régime alimentaire d'un ours. Et même si ce sont de grands chasseurs, ils ne sont pas contre devenir charognards. Pour eux, tant que ça finit dans leur estomac, tout est bon. Et malgré ce régime, les dragons grossissent très rarement, la majeure partie de ce qu'ils avalent étant changé en énergie élémentaire. Chaque dragon ayant sa propre chimie corporelle unique, les régimes n'affecteront pas tous les dragons de la même manière, que ce soit en termes de quantité consommée ou d'énergie produite. Et dans le cas où un dragon avalerait un objet magique, il récupérera ses propriétés pendant quelques jours. Et donc tous ses sens vont évoluer au fur et à mesure qu'ils vieillissent, atteignant leur apogée au cours du 2e millénaire. Sauf pour le toucher, qui lui va diminuer. Quoi, même leur puissance a des limites. Mais pour ce qui est des pouvoirs, il sera capable de lancer des sorts en prononçant juste quelques mots, là où les autres races devront bien souvent faire des incantations beaucoup plus longues. Il vous faut 3-4 heures pour vous transformer en corbeau? Dans l'univers de Donjons et Dragons, il existe 2 races, les chromatiques et les métalliques. En réalité, il y en a plus que ça, mais ce sont les 2 principales. Et pour ça, on va devoir se pencher sur les royaumes oubliés. Pour ça, faudrait peut-être parler d'Ed Greenwood. Ouais... Bon, ok, je vais essayer de faire court. Ce qu'il faut savoir, c'est que Donjons et Dragons, à la base, c'est juste un livre de règles, il n'y a pas d'univers prédéfini. Au final, chaque maître du jeu invente un peu ce qu'il veut, mais ça n'empêche pas des univers de devenir officiels, comme ce fut le cas avec Tracy Hickman et Margaret Weiss qui créeront celui de Dragonlance. Cependant, au Canada, il y a un petit gars du nom d'Ed Greenwood qui est en train d'inventer son propre univers de fantasy. Enfin, un petit gars au moment des faits, il a 16 ans, mais il crée son univers depuis qu'il en a 8. Et Ed va être invité à une soirée jeu de rôle afin de jouer à Advanced Dungeons and Dragons, qui est la dernière version du jeu. Et là où Dragonlance était intéressant, Forgotten Realms va beaucoup plus loin. Et ce pour une raison fort simple, l'univers fourmille de détails. Greenwood utilisant la technique de création suivante, il invente tout le temps. À un tel point que lorsque Jeff Grubb, l'un des responsables de Donjons et Dragons, lui posera la question « Est-ce que tu inventes tout au fur et à mesure ou est-ce que tu as vraiment un monde énorme ?» Il répondra simplement « Oui ». L'aventure ne s'arrêtera pas là, les royaumes oubliés servant d'univers de démarrage de la seconde édition du jeu, remplaçant de ce fait Dragonlance. Mais ce n'est pas tout, car en 1997, Wizards of the Coast rachète la boîte et décide de créer la 3e édition du jeu, et d'enfin officialiser Forgotten Realms comme étant l'univers par défaut du jeu, le monde ne cessant d'évoluer depuis, que ce soit en livre, en film ou en jeu vidéo. Et c'est donc tout naturellement dans ces royaumes que l'univers des dragons va être le plus développé. Comme on l'a dit, il existe 2 races majeures, les dragons chromatiques et les dragons métalliques. Les premiers sont les dragons de base et sont définis par leur couleur. D'où leur nom. Quand on dit de base, c'est surtout parce qu'ils sont d'un naturel mauvais, mais ce sera pas forcément le cas pour tous. On va aussi en parler dans les grandes lignes, les descriptions de certains pouvant être très longues sur plein d'aspects. Les plus cupides, les plus anciens, les plus vaniteux sont les dragons rouges. Ils ont, pour ainsi dire, un seul et unique désir dans la vie, vouloir du fric. Il nous faut absolument du fric. Leur côté vaniteux, ils s'expriment aussi par leur désir d'être les plus forts par rapport aux autres dragons, mais aussi les plus forts par rapport à leurs congénères. Pour ce faire, ils ont une technique très simple, cramer tout un village en laissant un seul survivant pour qu'il aille raconter à tout le monde à quel point le dragon, il est quand même très fort. Sinon... Comment les légendes prendraient forme dans ce cas-là? Dans le même ordre d'idée, si jamais vous posez ne serait-ce que le moindre orteil dans leur territoire, c'est passible de peine de mort.
Peine de mort comment? Eh bien ce sont les dragons les plus basiques du monde, donc qui crachent simplement du feu. Juste après, nous avons les dragons bleus qui de leur côté utilisent l'électricité et vivent dans le désert. Ce sont également les dragons chromatiques les moins chromatiques. Ils arrivent à vivre en société hiérarchisée sans essayer de se bouffer tous les 4 matins, et comme on l'a dit dans la partie reproduction, ils font partie des dragons n'abandonnant pas leurs petits. Dû également à leur environnement, ils ont une technique de chasse très particulière, volant dans un premier temps pour repérer leur proie, puis s'enfouissant sous le sable pour faire une embuscade, ces dragons étant devenus des véritables taupes. Troisième dragon en termes de puissance, les dragons verts qui se rapprochent déjà un peu plus de nos dragons classiques. Vu qu'après le feu pour nos dragons rouges, eux ils utilisent un souffle toxique. Et contre toute attente, au vu de leur couleur, ils vivent dans les forêts. Oui, je sais, c'est surprenant. Mais ces dragons, ils ont aussi deux comportements différents. Face à des créatures plus faibles, ils sont relativement cruels, et face à des créatures plus puissantes, ils se montrent beaucoup plus diplomates, avec une envie très pressante de planter une griffe dans le dos du plus puissant. Ce qui les caractérise le plus, c'est la trahison. Et ça, c'est quand ils ne manipulent pas les petits pour jouer un rôle dans leur stratagème. Tout ce qui est non draconique pour eux, ça n'a que la valeur de leur utilité. Pour les dragons suivants, par contre, l'échelle de puissance est relativement floue. Les dragons noirs, par exemple, vivant dans les marais et crachant de l'acide, sont reconnus comme étant des créatures solitaires, mais dans de rares cas, ils peuvent s'allier à leurs congénères, si jamais ils doivent faire face à un trop gros danger qui menace leur existence en tant que race. Je me demande ce qui peut menacer toute une race de dragons. Probablement d'autres dragons. Justement, en parlant de combat de dragons, les dragons bruns vivent généralement dans le désert comme les bleus et sont donc ennemis. Mais les dragons bruns partagent également leur souffle avec les dragons noirs, même si les plus jeunes peuvent créer de l'eau et les plus âgés générer des tempêtes de sable. Et dernière particularité, ils n'ont pas d'ailes, ce sont donc des drakes. C'est mignon. Petite anecdote, ils ne parlent pas avec les autres créatures, parce qu'ils les considèrent comme étant de la nourriture. Et ils trouvent ça complètement stupide de parler avec la nourriture. Et puisqu'on est dans les dragons qui n'ont pas l'apparence de dragons, les violets ont la possibilité de se transformer en amphiptères. Pour rappel, les serpents ailés. Et ce, afin de facilement se déplacer dans les galeries sous terre. Ce sont aussi des dragons qui n'aiment pas spécialement se battre. Déjà parce que leur souffle n'est pas une attaque physique, mais elle attaque plus le mental de l'adversaire. Mais ils sont aussi extrêmement patients et rusés. Donc ils vont plutôt chercher à marchander. Ce qui est tout l'inverse des dragons gris qui sont les plus violents. Et eux non plus, ils ne parlent pas avec leur nourriture, mais ils jouent avec. Bon, après, s'ils étaient acculés au mur, ils avaient une tendance à marchander pour leur propre survie. Mais ça, c'est parce que niveau combat, ils ne possèdent pas de souffle particulier, attaquant directement avec leur gueule. Il reste encore quelques races de dragons, mais qui sont assez peu développées, dû au fait qu'ils ont disparu au cours des éditions. On retrouve donc des dragons jaunes, les dragons roses et les dragons jaunes. Tu as dit 2 fois jaune. C'est parce qu'il y a eu 2 races de dragons jaunes, la première étant remplacée par les dragons de sel. Et il n'y a pas grand chose à dire dessus. À la limite, les dragons roses, ils aimaient faire des blagues, et si tu rigolais pas, ils te bouffaient. Ce qui nous amène au plus faible des dragons chromatiques, les dragons blancs. Et ils sont faibles dans tous les domaines, que ce soit en termes de force ou d'intelligence par exemple. Bon après, c'est les plus faibles des dragons, ils sont quand même puissants, notamment avec leur souffle de glace. Mais le seul point où ils sont forts, c'est la mémoire. Enfin, ils se souviennent de ceux qui les ont offensés et feront tout pour se venger, quitte à ce que ça prenne des proportions inimaginables, et sans penser aux conséquences derrière. On l'a dit, pas très intelligent le dragon. De l'autre côté, nous avons les dragons métalliques qui se caractérisent par une couleur plus métallique, mais aussi le fait qu'ils soient gentils. En même temps, vu le côté meurtrier des autres, c'était pas difficile. Alors, c'est pas non plus des anges. Tout en haut de la chaîne, on a par exemple les dragons d'or qui se sont donnés comme mission de faire le bien, quitte à tuer les malfaiteurs. Après tout, plus personne ne peut faire le mal s'il n'y a plus personne pour faire le mal. Sinon, il les amenait devant la justice. Pour un dragon d'or, il n'y a que la victoire absolue contre le mal qui compte. D'ailleurs, le chef des dragons dorés est appelé le roi ou la reine de la justice, même s'ils servent plus de guides que de vrais dirigeants. Notons aussi qu'ils peuvent se montrer dédaigneux. Si un dragon d'or ne vous juge pas digne de parler avec lui, il ne vous adressera même pas la parole, ce qui est tout à fait l'inverse des dragons de bronze. Eux, ils aiment tout le monde et ils aident tout le monde. Enfin, tant que ça ne va pas à l'encontre de la justice, évidemment. D'ailleurs, il n'est pas rare de les voir sauver des créatures inférieures. C'est nous ça. De l'autre côté, nous avons les dragons d'argent qui, eux, qui sont gentils aussi, ils aiment bien les humains et leur nourriture. Par contre, niveau justice, ils s'en tamponnent le coquillard. Sur l'air de la Traviata, sur l'air de ce que tu veux. Leur dada, c'est la protection des créatures inférieures, ce qui leur a valu le surnom de dragon bouclier.
Ça en fait aussi les ennemis naturels des dragons rouges qui, je le rappelle, aiment bien tout cramer sur leur passage. Ce qui nous amène aux dragons de cuivre, qui eux sont le pendant des dragons roses, par le fait qu'ils aiment les blagues et qu'ils n'aiment pas quand on n'y rigole pas. Par contre, vu qu'ils sont sympas, ils ne bouffent pas les gens, mais ils peuvent aussi être friands d'énigmes. Alors, nous pourrions faire un concours d'énigmes. Avec le même principe, soit tu trouves la solution, soit ils boudent. L'autre moyen de les mettre en colère, c'est de s'attaquer à leur trésor. Et attention, ils considèrent déjà qu'une bonne compagnie, c'est un trésor. Les dragons de laiton sont encore plus sympas, et sans doute parmi les dragons les plus sociaux. C'est eux aussi qui prônent le plus l'humilité de leur espèce. Au final, ils n'ont que 2 défauts. Le premier, c'est que leur humilité cache en réalité un véritable orgueil. Ils ne peuvent pas supporter de priver les grands esprits de leur compagnie tellement ils se sentent indispensables. Et l'autre, c'est qu'ils aiment parler. Et parler. 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 Pendant des heures. Ils sont chiants. Les dragons de Mercure, tant qu'à eux, sont beaucoup plus versatiles. C'est très courant pour eux de commencer une phrase et de terminer, faudrait racheter des œufs. Ce sont aussi des dragons qui cherchent constamment des nouvelles expériences, surtout gustatives. Pour un dragon de Mercure, manger la même nourriture tous les jours, ça le rend apathique. Et enfin, les dragons d'acier qui sont un peu différents de leurs congénères métalliques. Comme les dragons de Mercure, ils sont très curieux, mais en plus ils détestent toute forme d'autorité. Ce qui les met en concurrence avec les dragons d'or et de bronze par exemple, mais aussi avec tous les dragons chromatiques. En gros, les dragons d'argent, ils font leur truc dans leur coin et ils se foutent des autres dragons. Pour ce qui est des dragons qui ont malheureusement disparu, on peut retrouver les dragons d'Electrum qui étaient plus des commerçants, et les dragons de platine, tellement rares que pendant tout un temps, on a cru qu'il n'en restait plus qu'un. Mais attention, c'est pas n'importe qui non plus ce dragon. Va falloir qu'on en parle. Alors faudrait, mais la vidéo étant déjà assez longue comme ça, et vu qu'il faudra encore 20 minutes pour parler du bousin, on va garder ça pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grimsqueaker, pour vous servir.